Très bien, moi, je suis ravi de faire cette rentrée avec vous et je vous remercie en tout cas d'avoir pensé à m'associer à cette rentrée scientifique et amicale. Alors, que, comment gérer finalement ces patients complexes avec les anticoagulants eurodirects? Est-ce que finalement cette prise en charge va être simplifiée? Parce qu'en fait, le patient qui vient chez le cardiologue ne vient pas avec sa fibrillation atriale ou sa thrombose seul, il vient avec des comorbidités très souvent, et surtout des comorbidités qui sont souvent associées avec parfois des reins dysfonctionnants ou un poids outre mesure ou un âge particulièrement avancé. Et je sais que Zoubida vous a parlé du registre Naxos, mais je ne sais pas s'il est allé à l'extrême en vous parlant du registre Naxos qui prend en compte les patients très âgés, au-delà de 80 ans. Vous voyez que quand même, il y avait pratiquement 130 000 patients dans ce registre qui avaient plus de 80 ans et qui étaient bien sûr sous anticoagulants. Alors, on voit que ces patients, pour pratiquement plus de la moitié d'entre eux, étaient sous AOD, les autres étant sous AVK. Et quand on a comparé finalement quelle était l'efficacité, quelle était la sécurité, quel était l'impact sur la mortalité de ces anticoagulants chez ces patients d'âge extrême, et en les matchant sur le statut de performance, vous voyez que quand on compare les patients qui étaient sous apixaban par rapport aux AVK, vous voyez que l'apixaban l'emporte largement dans l'ensemble de ces dimensions. Quand on compare apixaban et rivaroxaban, là encore, on voit que l'apixaban fait bien mieux que son collègue, le rivaroxaban. Et quand on compare apixaban et dabigatran, là encore, on voit que, il y a pratiquement un match nul entre les deux. Anti-DISA, anti-2A. Donc là, dans ces situations de très grand âge, les AOD, en tout cas en particulier l'apixaban, semble bien sortir son épingle du jeu. Et ce qui est intéressant en pratique clinique, c'est que l'arrêt des traitements, qui est souvent regretté chez ces patients à risque vasculaire, l'arrêt des traitements est bien moins fréquemment retrouvé chez les malades qui sont sous AOD que chez les malades qui sont sous AVK, en dépit de cet ajustement régulier de l'INR, qui n'est pas du tout une assurance de la pérennité du traitement. Concernant le rein, vous savez que le rein est un organe limitant dans l'utilisation des AOD parce que l'AOD est éliminée sous forme active chez ces patients pour plus de 50% de la dose absorbée. Et on voit très bien là encore que chez le malade qui a un rein qui est insuffisant sur le plan fonctionnel, la gestion des AOD n'est pas totalement homogène, puisque vous voyez que chez des malades qui sont insuffisants rénaux sévères, donc il y a une clearance des créatinines Cockcroft qui est inférieure à 50 ml/minute, on voit que l'apixaban a l'air d'être toléré et accepté et même proposé, alors que les autres, donc dabigatran, rivaroxaban, semblent être liés à une certaine précaution. Et quand on est inférieur à 30 ml/minute, donc on est vraiment cette fois particulièrement altéré, là encore, on propose de gérer avec précaution les AOD chez ces malades sans les contre-indiquer. Donc finalement, on voit que cette envie d'aller au-delà avec les AOD chez le malade qui a un rognon qui n'est pas bon, est particulièrement encouragée. Et est-ce qu'on a pour autant raison? Les néphrologues craignent beaucoup les AVK chez ces malades-là, puisque les AVK sont un véritable fléau en matière de conséquences cliniques chez ces patients, avec des hémorragies intraglomérulaires, avec des insuffisances rénales aiguës, avec des calcifications, et donc ils en ont plus que marre. Et ils souhaitent effectivement qu'avec les AOD, on puisse changer le paradigme et l'avenir de leurs patients. Et vous voyez que dans les essais, comparant là encore AVK et AOD chez ces malades insuffisants rénaux, on voit très bien que les AOD font beaucoup mieux que les AVK, et tant sur le plan hémorragique que sur le plan antithrombotique et sur le plan, en tout cas, tolérance et qualité de vie. Et du coup, on voit encore là récemment, dans ce registre nord-américain, sur plus de 20 000 patients, que la mortalité est réduite et la réduction des hémorragies majeures s'observe chez ces malades qui sont sous AOD par rapport à la varfarine, donc l'AVK de référence, même chez les malades qui sont en dialyse. Autrement dit, les AOD chez ces patients
qui n'ont plus de fonction rénale et qui sont donc en dialyse, eh bien, semble être particulièrement intéressant, au moins en termes donc de tolérance et d'effet sur la mortalité et l'effet d'efficacité antithrombotique. Ce qui fait que les recommandations changent. Donc par rapport à 2013, 2014, 2018 et même 2019, là, on voit très bien que chez les malades, vous voyez donc à droite, qui ont une fonction rénale sévèrement altérée avec un débit de filtration glomérulaire inférieur à 15 minutes, eh bien l'apixaban aux doses classiques donc, est tout à fait disons autorisé. Et donc on a dépassé cette barre des 30 minutes aujourd'hui chez ces malades. Et la FDA aujourd'hui accepte que chez ces malades rénaux sévères, on puisse utiliser l'apixaban chez les malades hémodialysés. Et on recommande, donc, si effectivement les malades ont des signes cliniques, c'est d'évaluer par un dosage d'activité spécifique, encore une fois tout à fait accessible, eh bien, les niveaux d'hypocoagulation sous AOD avec ces études spécifiques, de manière à s'assurer que le malade n'est pas, disons, noyé d'AOD ou qu'il ne manque pas d'AOD. Alors, dans la thrombose veineuse, vous voyez qu'il y avait très peu de patients inclus dans les essais qui avaient une fonction rénale sévèrement altérée. Toutefois, on se rend compte que là encore, eh bien, les recommandations sont de ne pas toucher les doses recommandées dans la thrombose veineuse. Je vous rappelle qu'elles ne sont pas les mêmes que dans la fibrillation atriale. Et là encore, apixaban, rivaroxaban et pas le dabigatran. Quand on est inférieur à 30 minutes et jusqu'à 15 minutes, on peut utiliser donc les anti-DISA, apixaban, rivaroxaban, sans modifier les posologies chez les malades pour gérer leur thrombose veineuse. Et je vous ai mis donc cette dernière étude qui vient d'être publiée, qui montre dans la vraie vie que finalement chez les malades ici en grisé en bas, vous voyez qui sont inférieurs à 15 minutes, eh bien seul l'apixaban a été utilisé chez ces patients et que plus le rognon finalement dysfonctionne et plus l'apixaban semble être finalement le fer de lance de cette stratégie antithrombotique. Chez le malade obèse, eh bien aujourd'hui, est-ce qu'on peut craindre d'un problème de rapport efficacité-tolérance chez ces malades par rapport aux antivitamines K, en sachant que l'obésité est une véritable endémie de plus en plus grande, en tout cas chez nos patients, parce qu'on craint que les variabilités de pharmacodynamique ou pharmacocinétique eh bien, modifient ce rapport bénéfice-risque chez ces malades, parce qu'on pense que la demi-vie est plus courte, qu'ils ont une élimination accrue et que du coup, eh bien, on a un pic qui soit moins élevé, une couverture sur l'unictémère qui soit insuffisante. Et c'est pour ça qu'à l'époque, en 2016, l'ISTH, la Société internationale de thrombose, recommandait de ne pas utiliser les AOD chez les malades qui avaient un BMI supérieur à 40 ou un poids supérieur à 120 kg. Et que, in fine, si vraiment on était borderline, on pouvait essayer de monitorer ces malades pour justement essayer d'ajuster les choses, mais en fait sans donner vraiment d'abac. Et récemment, vous voyez que sur cette cohorte de 100 patients qui étaient soit traités pour une fibrillation atriale, soit pour une thrombose veineuse qui recevaient des AOD alors qu'ils sont obèses, vous avez ici donc les différents grades de la sévérité de leur obésité qui est morbide au-delà de 40. Donc vous voyez que chez ces malades, eh bien, lorsqu'on va évaluer les niveaux d'anticoagulation au pic ou en résiduel ici, donc vous voyez qu'en grisé, vous avez finalement la fourchette attendue, eh bien on tombe pile poil quand on est sous apixaban à 2 prises par jour, alors que quand on est sous rivaroxaban en 1 prise par jour, on voit que les patients ici au pic eh bien, sont à des valeurs en deçà de la fourchette attendue, mais qu'il n'y ait pas de corrélation aujourd'hui entre ces doses et l'efficacité clinique, disons, retrouvée, mais quoi qu'il en soit, la prise en 2 fois par jour semble être plutôt recommandée chez ces malades à très gros poids, de manière à couvrir probablement le nictémère. Et quand on fait, disons, une méta-analyse pour essayer de voir un peu ce que donne en termes d'efficacité, eh bien, ces AOD par rapport aux AVK chez des malades qui sont obèses ou qui ont une morbidité donc particulièrement importante, eh bien, vous voyez que là encore, on voit qu'on ne perd pas du tout en termes d'efficacité et on ne perd pas du tout. Sauf que quand on voit un peu ici ce que donne l'apixaban par rapport à la varfarine, on voit qu'il y a une tendance à faire beaucoup mieux que la varfarine, alors que quand on compare rivaroxaban et varfarine, là, il y a vraiment le match nul.
Dans la thrombose veineuse, on a exactement le même profil en termes donc d'efficacité antithrombotique des AOD par rapport aux AVK chez ces patients qui sont donc très obèses ou voire obèses. Et en matière de tolérance hémorragique, eh bien, là encore, on voit que eh bien, les AOD semblent être beaucoup mieux tolérés sur le plan hémorragique en dépit donc de l'absence de surveillance biologique chez ces malades. Et quand vous voyez un peu ce que donne cette comparaison donc, des registres, quand on voit les patients non obèses par rapport aux patients obèses, eh bien, que ce soit donc, en efficacité antithrombotique, que ce soit en, disons, en tolérance sur les risques hémorragiques majeurs ou les risques hémorragiques donc, dits cliniquement pertinents mais non majeurs, eh bien, on voit que l'obèse ne perd pas du tout à garder les AOD par rapport aux non-obèses. Donc, le CQFD, le gros, bénéficie lui aussi du gros bénéfice des AOD dans cette gestion antithrombotique. Et c'est pour ça que finalement, il va falloir revoir les guidelines. Et aujourd'hui, donc, on va dépasser ces poids des 120 kg ou finalement ce BMI de 40 pour pouvoir utiliser les AOD chez ces malades, bien sûr avec précaution, c'est-à-dire en surveillant nos patients, en s'assurant que l'efficacité clinique est là et que si vraiment on doute, on peut toujours aller jauger l'activité anticoagulante pour s'assurer que finalement les niveaux d'hypocoagulation souhaités sont obtenus, que ce soit au pic ou en résiduel. Ce que l'on craint beaucoup lors du traitement anticoagulant, bien sûr, c'est le risque hémorragique. Et vous voyez que lorsque on va essayer de réverser ces médicaments, leur activité anticoagulante, eh bien, on voit que si on arrive à rétablir une hémostase compétente, eh bien, le risque de mortalité est certainement réduit, puisque là, vous voyez que quand on échoue dans ce rétablissement de l'hémostase compétente, eh bien, le risque de mortalité est 3,5 fois supérieur. Et quand on compare cette fois dans la gestion de la réversion des AOD, eh bien, le PPSB ou l'idarusizumab pour le dabigatran ou la moldexanate alpha pour les anti-DISA, vous voyez que le rétablissement de l'hémostase se voit chez pratiquement plus de 80% des patients, ce qui est tout à fait rassurant. Quand vous voyez un peu en termes de risque thrombotique, eh bien, le risque thrombotique post-réversion, ben, il est plutôt faible chez ces malades. Il faut bien sûr rappeler que lorsqu'on a pris en charge la réversion, il faut probablement rétablir une stratégie anticoagulante préventive chez ces malades, parce que le risque thrombotique chez ces malades, il existe, c'est pour ça qu'ils étaient sous anticoagulants. Et en fait, ce qui est étonnant, c'est qu'on voit que sous andexanate alpha, le risque thrombotique est significativement supérieur, donc on pourra en discuter. Ça reste une information, encore une fois, à étayer. En revanche, la mortalité dans ces situations hémorragiques graves qui ont été réversées, elle est 2 fois inférieure à la mortalité qui est rapportée lors de la neutralisation des antivitamines K avec le PPSB et la vitamine K, comme le faisait donc, le siècle dernier. Donc là encore, cette réversion plus rapide de l'anticoagulation s'avère être plus bénéfique en matière de mortalité chez ces malades. Mais, il faut qu'on soit mieux éduqué, puisque vous voyez que le problème dans ces situations complexes, c'est que, eh bien, on a du mal à donner la bonne dose aux bons patients. Et là encore, c'est une donnée très récente qui montre, ça c'est les données de la Mayo Clinic, vous voyez, sur pratiquement 8500 patients, sur plusieurs années d'expérience, vous voyez qu'ils ont quand même 15% de doses inappropriées chez leurs patients, surtout des sujets âgés, des sujets de sexe féminin et surtout des sujets à risque vasculaire et qui ont une comorbidité qui est bien sûr inquiétante. Et pourtant, ces patients ne doivent pas être sous-dosés, ce qui est souvent le cas. Et là encore, je pense qu'il faut qu'on respecte les conditions d'utilisation de ces AOD. Donc en conclusion, l'AOD, oui, est favorable aux patients vulnérables, ce d'autant que ce patient a des comorbidités qui, non seulement augmente son risque hémorragique, mais également son risque thrombotique, car le combat est le même chez un malade, qu'il soit fragile ou pas. Et aujourd'hui, les AOD offrent une latitude d'utilisation simplifiée, certes, mais qui a démontré eh bien, son efficacité en termes de gestion antithrombotique et sa sécurité en termes donc, de risque hémorragique, et même dans, disons encore une fois, la réversion. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les AOD ont encore une fois modifié le paradigme dans la gestion de ces malades complexes et il faut qu'on soit beaucoup plus rigoureux dans finalement le respect de ces indications et de ces recommandations d'usage. Je vous remercie de votre attention.